La Terre nous apparaît comme un paradis pour la vie, mais en réalité, elle est loin d'être optimale. De vastes régions sont recouvertes de déserts hostiles de glace, de feu, de roches ou d'obscurité. Et si une planète existait, non seulement plus propice à la vie, mais carrément idéale. Une planète si parfaite pour l'émergence de la vie, débordant d'une telle biomasse et biodiversité, que la Terre semblerait un désert aride en comparaison. Une révélation sur le potentiel de la vie dans l'univers vous attend. En scrutant les profondeurs de notre galaxie, nous avons découvert un nouveau type de planète étrange, les super-terres. Ces planètes, plus grandes que la nôtre, ont le potentiel non seulement d'abriter la vie, mais d'être super habitables. En nous basant sur toutes les connaissances scientifiques actuelles sur les exoplanètes, imaginons un monde parfait. Hestia, nommée d'après la déesse grecque du foyer, la meilleure planète possible pour la vie dans l'univers. Pour un monde parfait, il faut une étoile parfaite. Mais cette étoile n'est peut-être pas une naine jaune comme notre Soleil, car elle meurt en moins de 10 milliards d'années et deviennent de plus en plus chaudes en vieillissant. 70% de la fenêtre propice à la vie sur Terre est déjà passée. La Terre n'a plus que quelques milliards d'années avant que le Soleil ne mette fin à tout. 70% des étoiles sont des naines rouges. Elles sont assez petites et vivent pendant des milliers de milliards d'années, c'est-à-dire pratiquement éternellement. Comme elles ne sont pas très lumineuses ni chaudes, leurs zones habitables, où l'eau peut être liquide, sont très proches d'elles. Cela rend très probable que leur planète soit en rotation synchrone, avec un hémisphère désertique et chaud, et l'autre un enfer glacé. De plus, les jeunes naines rouges ont tendance à émettre des radiations mortelles qui stérilisent leur planète ou font bouillir leurs océans. Les étoiles parfaites pour la vie pourraient être des naines oranges. Situées dans la zone boucle d'or, entre les naines rouges et jaunes, leur production d'énergie est très stable. Les radiations sont moins agressives et, surtout, elles vivent jusqu'à 70 milliards d'années, donnant à la vie amplement le temps d'émerger, d'évoluer et de prospérer. Voici donc notre étoile parfaite, une naine orange, née il y a 3 milliards d'années dans un quartier galactique calme. Pendant les dizaines de milliards d'années à venir, elle restera super stable. Au milieu de planètes rocheuses mortes et de géantes gazeuses massives, une planète est notre super-terre super habitable Hestia, où la vie peut s'épanouir comme nulle part ailleurs dans l'univers. Le rayon d'Hestia est 1,3 fois celui de la Terre, ce qui lui confère 70% de surface en plus, soit beaucoup plus d'espace pour la vie. Avec presque 2 fois la masse de la Terre et 20% de gravité de surface en plus, vous vous sentiriez 20% plus lourd en marchant sur elle. Malheureusement, elle est actuellement un désert chaud et mort. Comme Mars et Vénus aujourd'hui, il lui manque encore 2 choses. Premièrement, un champ magnétique qui protège Hestia des tempêtes solaires et du rayonnement cosmique qui stérilise sa surface et emporte son atmosphère, comme la pauvre Mars. Ainsi, au plus profond d'Hestia, un noyau métallique massif tourne dans un manteau liquide, créant un champ magnétique d'une force idéale pour une protection ultra efficace. Et Hestia a besoin de la tectonique des plaques pour mélanger sa surface. Vénus s'est transformée en un enfer à 470 degrés Celsius, car sans plaques tectoniques pour se briser et se mélanger, la tension et la chaleur sous sa surface se déchargent en éruptions volcaniques apocalyptiques. Les plaques continentales descendant dans les profondeurs éliminent également le dioxyde de carbone de la surface, ce qui est excellent, car un excès de dioxyde de carbone fait trop chauffer l'atmosphère. Et elles apportent un mélange vital d'eau, de minéraux et d'éléments dont la vie peut se nourrir. Maintenant que les bases de la vie sont établies, voyons à quoi ressemble la surface. Nous devons encore faire des ajustements cruciaux pour rendre Hestia super habitable. Chaque amélioration s'accompagne de compromis avec lesquels la vie doit composer. Nous voulons qu'Hestia ait des saisons douces qui favorisent la migration, les cycles d'expansion et de récession et la pression évolutive. Nous inclinons donc légèrement son axe et lui donnons des jours de 36 heures, ainsi que 4 petites lunes qui brillent comme des perles dans le ciel nocturne. Les lunes sont cruciales, car, avec la bonne résonance, elles créent de la stabilité, évitant des perturbations trop destructrices. La Terre a un inconvénient majeur. La majeure partie de ces terres est regroupée en grands continents, dont les zones centrales sont très éloignées de l'eau, créant des déserts avec des ressources rares et des environnements hostiles. Pour Hestia, nous maximisons les littoraux et évitons les mégacontinents. Nous lui donnerons de nombreuses plaques continentales fragmentées, créant une géologie idéale pour la formation de longs arcs insulaires. Hestia est maintenant un monde archipel, avec quelques dizaines de continents et des millions d'îles de toute taille et forme. Toutes ces terres ont accès à l'eau, salée ou douce, sans un seul désert,
créant la surface terrestre maximale pour la vie. La biomasse terrestre d'Hestia est également surchargée parce que nous la rendrons 5 degrés Celsius plus chaude que la Terre. Cela ne semble pas beaucoup, mais comme nous le savons, la Terre a de nombreux espaces inconfortablement froids une grande partie de l'année, tandis que les forêts tropicales ont des conditions idéales pour la vie. Sur Terre, elles abritent plus de biomasse que tout autre écosystème terrestre, et Hestia n'est rien d'autre que des forêts tropicales et des régions polaires sans glace. Les îles d'Hestia possèdent des centaines de milliers d'habitats uniques, offrant d'innombrables niches écologiques, chacune abritant des créatures uniques et ultra spécialisées. Toutes les variations possibles sur un thème se manifestent en différentes espèces, toutes plus étranges les unes que les autres. Sur Terre, les forêts tropicales, comme celles de ces îles, abritent 50% de toutes les espèces sur seulement 10% de sa surface terrestre. Les îles tropicales isolées ont donné à la nature des milliers de tentatives pour construire des végétations arborescentes uniques qui couvrent densément Hestia. Sur Terre, les plantes sont vertes pour capter au mieux l'énergie du soleil, mais avec la naine orange d'Hestia, elles prennent des teintes plus sombres pour accumuler la lumière plus faible. Nous pourrions passer des heures à explorer les îles-forêts de cactus, où des plantes chasseuses lentes tirent des aiguilles empoisonnées sur des lémuriens à plumes criards, ou les forêts de champignons des hauts plateaux, dominées par des lézards mille pattes blindés. Mais nous devrions passer à un autre écosystème dont la Terre ne peut que rêver, le ciel. La grande masse d'Hestia retient les gaz beaucoup plus fermement que la Terre, de sorte que son atmosphère est beaucoup plus dense, avec un peu moins d'une fois et demie la pression terrestre, mais beaucoup plus riche en oxygène et en dioxyde de carbone. Cela pourrait être catastrophique pour la vie, car des niveaux élevés d'oxygène rendent les incendies de forêt plus probables et plus dévastateurs. Cependant, comme Hestia est si chaude et humide, l'évaporation produit tellement de pluie que les incendies de forêt ne deviennent jamais assez puissants pour anéantir les écosystèmes. Les avantages en valent clairement la peine. Sur Terre, la taille des animaux qui respirent par diffusion est limitée, ce qui pourrait être une bonne chose pour nous. Mais sur Hestia, toutes sortes de créatures étranges peuvent devenir gigantesques, comme les mégafants insectes à 4 pattes qui dominent le plus grand continent. Tout cet oxygène permet également aux animaux d'avoir un métabolisme plus rapide et de maintenir des niveaux d'activité plus élevés. Les prédateurs chassent de manière plus explosive, les proies fuient de manière plus dynamique, surtout dans une nouvelle dimension entièrement conquise par la vie, les airs. Dans l'atmosphère fine de la Terre, le vol coûte beaucoup d'énergie, mais dans l'air super dense d'Hestia, il est super économique. Malgré la gravité de surface plus élevée, les animaux ont besoin d'ailes beaucoup plus petites et de moins d'énergie pour rester en l'air. Au cours de milliards d'années, des milliers de branches de l'arbre évolutif d'Hestia ont découvert le vol, et les cieux sont remplis d'animaux volants de toute taille. Comme cette baleine céleste qui traverse les nuages, avalant des millions de petites créatures ressemblant à des oiseaux. Énormes comme elles sont, elles ne touchent jamais le sol, sauf pour pondre des œufs et quand elles meurent. L'atmosphère épaisse fait aussi très bien une autre chose. Elle transfère le son. Hestia n'est pas un endroit silencieux. Partout où vous êtes, les animaux communiquent, s'avertissent ou crient pour trouver des partenaires. Cela a créé des adaptations super étranges, comme des chasseurs qui n'essaient pas de se faufiler, mais masquent leur direction d'attaque avec des bruits dérangeants et distrayants. Mais nous n'avons même pas encore parlé du plus grand écosystème, les meilleurs océans possibles, avec le plus de bords possible. Les océans de la Terre représentent la majeure partie de sa surface et ont en moyenne 3700 mètres de profondeur. Mais la lumière du Soleil ne peut atteindre que 200 mètres de profondeur. Cette zone de lumière du Soleil est le seul endroit où le plancton, la base du réseau trophique, peut transformer la lumière du Soleil en sucre. C'est donc là que vivent 90% des espèces marines. 95% de la mer est dans l'obscurité permanente, une grande partie étant un désert abyssal. Nous ne voulons donc pas qu'Hestia ait autant d'eau que la Terre. Nous voulons qu'elle couvre la majeure partie de sa surface, mais qu'elle soit peu profonde. Presque tous ces océans devraient être des plateaux continentaux d'1 à 200 mètres de profondeur. Pratiquement tout l'océan et son fond sont une zone de lumière du Soleil. Les océans peu profonds ont bien sûr des inconvénients. Ils se réchauffent et se refroidissent plus vite, ce qui crée des saisons plus marquées et plus de tempêtes. Mais encore une fois, les perturbations poussent la vie à se spécialiser et à la rendre plus diverse. Les océans d'Hestia abritent des écosystèmes d'une ampleur à couper le souffle. Les coraux forment des mégalopoles vivantes s'étendant sur des milliers de kilomètres, abritant des milliers de milliards d'animaux qui se disputent l'espace
et forment des relations complexes. Des pseudocrabes, des poissons lézards, et cette chose étrange, quoi qu'elle soit. En bordure des mégalopoles se trouvent des colonies de kelp et d'algues remplies de vie, comme des forêts tropicales humides. Mais il existe un autre catalyseur de biodiversité, les littoraux, là où les écosystèmes terrestres et marins se rencontrent, où les nutriments se mélangent, où les oiseaux mangent du poisson et les crocodiles chassent des gorilles. Même s'ils n'occupent que 7% de la surface marine totale, ils abritent plus de la moitié de la vie marine. Les littoraux d'Hestia sont 45 fois plus longs que ceux de la Terre, créant des niches pour des dizaines de millions d'espèces. Une planète comme la Terre, somme toute assez moyenne, abrite environ 9 millions d'espèces complexes. Hestia, avec sa vaste surface, ses conditions super habitables et ses écosystèmes quasi infinis, pourrait en abriter des centaines de millions. Qu'en est-il de la vie intelligente? Eh bien, notre planète parfaite a tellement d'écosystèmes et d'opportunités qu'elle la développerait probablement tôt ou tard, peut-être même plusieurs fois à la fois. Imaginez une planète où différentes civilisations extraterrestres coexistent en parallèle, chacune avec ses propres empires de pierre et de bois, peut-être de métal et de silicium. À quel point leurs perspectives sur les êtres vivants et la nature de la vie seraient-elles différentes? Chercheraient-elles à s'éradiquer mutuellement? Respecteraient-elles la nature plus ou moins, sur une planète où toute blessure que vous infligeriez serait comblée en un rien de temps? Que penserait-elle de notre planète désertique, avec ses hivers et sa glace, avec quelques taches de verdure? Regarderait-elle l'espace en disant « non merci » à des planètes si manifestement inférieures? Nous ne savons pas si une planète comme Hestia existe, mais elle pourrait exister. Peut-être que parmi les milliers de milliards de planètes de l'univers, quelque part autour d'une petite naine orange super stable, il y a un endroit qui abrite aujourd'hui plus de vie que la Terre n'en a jamais hébergé dans toute son histoire.